libérale et de thérapeute en thérapie du lien et des mondes relationnels. Et je suis également en cours de formation formateur à l'Institut pour apprendre à transmettre la philosophie de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Voilà, je remercie chaleureusement l'Institut de m'avoir conviée à animer cette nouvelle web rencontre qui s'inscrit dans la continuité des précédents webinaires en vue de la préparation du prochain congrès organisé par l'Institut qui aura lieu à la Baule du 15 au 22 juin 2022 sur le thème de sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique. Je vous mettrai toutes les informations dans la thématique de discussion et vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller vous inscrire et avoir plus d'informations sur le congrès. Donc, l'Institut Mimetis a été créé en 2009 par le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, et concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels et du dessin stratégique orienté solution. Il a été rejoint à la direction par Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute, depuis 2018 et œuvre pour développer la pratique thérapeutique. Donc, Mimetis a pour vocation la formation, la recherche et le développement des pratiques basées sur la relation humaine. C'est un institut qui forme et accompagne les thérapeutes professionnels de santé et professionnels de la relation d'aide à développer leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être à travers une pédagogie, une philosophie qui place le lien et la relation au centre de la pratique théorique et surtout expérientielle. J'ajouterais qu'une des valeurs importantes de l'Institut est d'accompagner le soignant à mettre du sens dans sa pratique et l'aider à s'ajuster dans sa posture d'accompagnant. Vous pouvez retrouver l'intégralité des formations proposées par l'Institut sur le site mimetis.com et là où vous pourrez retrouver toutes les thématiques concernant la thérapie du lien et des mondes relationnels, l'hypnose, la thérapie narrative et d'autres ateliers thématiques. J'ai aussi la joie de vous annoncer la sortie d'un prochain livre, de tout premier livre de l'approche thérapeutique de la thérapie du lien et des mondes relationnels, qui s'intitule De l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels, naviguer à travers les mondes traumatiques, qui paraîtra aux éditions Satas au mois de mai. Je vous mettrai toutes les informations. Et ce soir, Eric est accompagné de Cyril Tarquinio, qui est professeur de psychologie clinique et de psychologie de la santé à l'Université de Lorraine. Il est directeur de l'équipe EPSAM APEMAC, qui est un laboratoire de recherche en santé publique, directeur et fondateur du Centre Pierre Janet et éditeur en chef de l'European Journal of Trauma and Dissociation. Voilà, il est à noter également la sortie de 2 prochains ouvrages. Manuel des troubles psychotraumatiques, qui est à paraître le 2 février prochain et qui est adressé aux étudiants et aux professionnels de santé. Puis un autre qui suivra au printemps, Les maladies chroniques ne tombent peut-être pas du ciel, qui lui est destiné à un plus large public et qui paraîtra aux éditions du en avril 2022. Donc, tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité d'agir, d'interagir. N'hésitez pas à poser vos questions afin que je puisse les relayer à nos intervenants. Nous avons un temps d'imparti d'1h30 avec 1 heure d'échange et 30 minutes de discussion en fonction des questions que vous aurez posées. Voilà, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne conférence, une bonne écoute. Et je vais laisser à présent la parole à Éric Bardot et à Cyril Tarquinio, tous deux sensibles et sensibilisés à la question du psychotraumatisme et de ses impacts
et pour nous parler de l'intérêt de l'approche intégrative dans le psychotraumatisme. Voilà, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure, messieurs, c'est à vous. Merci Sabrina. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc nous allons parler ce soir de ce thème que je pourrais mettre en 3 rubriques: psychothérapie, psychotraumatisme et intérêt d'une approche intégrative. Et peut-être comme nous avions commencé, quand nous avons commencé à échanger ensemble, peut-être que si vous êtes d'accord, nous pourrions commencer par partager ce qui, dans notre parcours professionnel, nous a amené sur à la fois la psychothérapie et la question de la psychothérapie dans le psychotrauma, et donc de s'orienter vers cet intérêt vers une approche intégrative. C'est OK pour vous? Parfait. Alors, je vous propose de commencer alors. D'accord, très bien. Mais merci d'abord de m'inviter ce soir pour une question ô combien d'actualité. D'actualité parce que je pense que dans notre pays, depuis quelques années, enfin, la question du psychotraumatisme acquiert une vraie place. La création du CN2R au niveau national et des différentes régions, zones régionales qui effectivement sont aujourd'hui en charge de la question du psychotrauma et de la prise en charge des victimes montre que ce qui était périphérique il y a une vingtaine d'années est devenu un peu plus central. Et qu'on reconnaît un trouble qui ne cesse d'évoluer dans le champ du psychotrauma. Et puis, derrière, la deuxième révolution en France, au fond, c'est la révolution de la psychothérapie et du titre de psychothérapeute. Mais derrière la question du titre de psychothérapeute, c'est un intérêt nouveau, y compris du politique, qui maltraite encore la psychothérapie et les psychothérapeutes. C'est un intérêt, effectivement, et un renouveau de la question de la psychothérapie, de son objet. Et je crois que nous avons souffert en France de ces luttes fratricides qui désignent telle approche ou telle autre approche comme étant moins bonne ou meilleure, où nous avons été pendant des années dans une espèce de dénonciation, qui de la psychanalyse, qui des TCC, et évidemment tout ce qui se trouve entre les deux, ce qui a eu pour effet, au fond, de décrédibiliser notre action, de nous fragiliser sur le plan théorique et scientifique, parce qu'il y a très peu de gens en France qui mènent des recherches sur la psychothérapie. Je ne parle pas des recherches qu'on peut mener ici ou là, sans doute très intéressantes, mais avec une vraie force de publication et une vraie force scientifique. Et troisième effet, eh bien, d'une certaine manière, ça a été le repli sur soi. Et ce repli sur soi fait que pendant des années, c'est encore le cas, hein, je ne me leurre pas non plus, on est face à des gens qui, s'inscrivant dans telle approche, deviennent complètement insensibles aux approches autres, insensibles à la dialectique théorique, insensibles à l'ouverture, alors que notre métier, la complexité, je dirais, de la prise en charge psychothérapeutique nous impose d'évoluer, de rendre moteur notre pratique. Et ça, c'est la pire des choses. Alors, pour répondre à votre question, parce que je suis en train d'y répondre, je crois que la pire des choses, aujourd'hui, c'est, je dirais, la vision tubulaire, c'est-à-dire une vision qui se situe dans un certain cadre théorique de la psychothérapie. Des gens qui s'inscrivent dans une vision qui serait celle de la psychanalyse uniquement, des approches cognitivo-comportementales uniquement, de la thérapie EMDR uniquement. Je parle avec d'autant plus à l'aise que c'est un objet qui m'intéresse. Je pense que c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que c'est une psychologie dépassée.
c'est une psychologie de la fin du XXe siècle, où effectivement on se préoccupait, je dirais, d'un tout petit monde, et durant laquelle on oubliait que les théories sont et ne sont que des hypothèses et pas des dogmes. Et l'enfermement tubulaire, c'est le risque dogmatique. Il est dépassé parce que aujourd'hui, il n'y a pas que les psychologues ni les psychiatres qui s'intéressent aux émotions. Des gens qui s'intéressent au cerveau s'intéressent aux émotions. Des gens qui travaillent sur l'alimentation montrent un lien entre l'alimentation et les émotions. Et que aujourd'hui, l'enjeu n'est même plus seulement de situer le propos dans une discipline qui serait la psychologie ou la psychiatrie. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller, de s'inscrire dans une approche souvent interdisciplinaire, d'aller chercher des connaissances en dehors de notre discipline. En médecine, d'aller voir ce qu'on trouve dans d'autres cultures, de voir quels sont les apports effectivement des neurosciences, de comprendre effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, quels sont les apports de l'alimentation, de comprendre aussi quels sont les effets et les conséquences de notre environnement sur notre état émotionnel. Quand je parle de l'environnement, c'est l'école, tous les produits chimiques qui sont dans notre environnement, dont on montre aujourd'hui qu'ils ont un effet sur les états émotionnels. Donc, c'est ce constat-là qui m'a conduit depuis une quinzaine d'années maintenant à envisager une perspective qui est interdisciplinaire, intégrative, pour penser au fond la clinique de façon un peu plus complexe. Et d'une certaine manière, je crois que je respecte les patients en faisant ça. Parce que mes patients, ils n'en ont rien à faire de savoir quelles sont mes inscriptions théoriques, mes luttes idéologiques. Ce qui les intéresse, c'est comment je peux les aider et comment je vais les sortir du pétrin dans lequel ils sont et pour lequel ils viennent frapper à ma porte. Et je crois qu'il était de mon devoir, de ma responsabilité en tant qu'universitaire, chercheur, directeur de laboratoire, directeur de master, eh bien, de peut-être contribuer très modestement, au fond, à donner une impulsion nouvelle à cette discipline, en étant convaincu que j'allais apprendre beaucoup des autres disciplines, et que je ne pouvais pas me suffire des acquis qui sont ceux de ma discipline, et encore pire, des acquis qui étaient ceux de ma spécialité, finalement extrêmement modeste et pauvre au regard du champ des connaissances. Et c'est cette ouverture-là, cette nécessité-là, au fond, d'abord une nécessité de terrain, une nécessité de clinique, je veux dire, qui m'a conduit à m'ouvrir, à aller chercher, à débattre théoriquement, à faire discuter les disciplines. Je crois que c'est ce cheminement-là dans lequel je me suis engagé, qui est difficile, hein, parce que c'est extrêmement insécurisant, puisque c'est tellement sécurisant de rester dans un giron relativement bien balisé sur le plan idéologique, dans un entre-soi où tout le monde se tape sur l'épaule et se congratule et est convaincu de détenir la vérité. Accepter la posture intégrative, c'est prendre un risque. Et c'est prendre un risque épistémologique notamment. Et effectivement, c'est aussi accepter de se découvrir sur le plan théorique, sur le plan de la pratique clinique. Mais en même temps, je trouve que ça vaut la peine et ça m'a conduit à faire de belles découvertes à la fois en tant que praticien, puisque j'exerce depuis plus de 22 ans, et à la fois en tant que chercheur, puisque les travaux qu'on engage aujourd'hui sont véritablement passionnants. Voilà. Merci Cyril, je vais prendre le relais. Un petit commentaire, deux petits commentaires, si tu me permets, quand je t'entendais là, ou quand je vous entendais, je ne sais pas si on peut se tutoyer ou se voyer. La première, c'est que j'étais en train de me dire, comme ça, est-ce qu'il s'agit de continuer à parler de psychothérapie ou est-ce qu'il faudrait passer sur l'écothérapie ou je ne sais quel autre terme de cette ordre? Ça, c'était une première réflexion. Et la deuxième, c'est je me disais, Cyril Tarquinot a ouvert le centre Pierre Janet et quand je l'entends parler d'intégratif, quand je l'entends
parler et dérouler sa vision, je suis en train de me dire, mais il est dans la droite ligne de Pierre Janet. Bah, l'intérêt Alors, Pierre Janet, moi j'ai deux modèles. C'est Pierre Janet sur le plan théorique et évidemment, son nom va m'échapper. C'était un fidèle de Freud et qui a écrit, qui ensuite Ferenczi. Voilà, ça y est. Oui, Ferenczi, oui. Voilà. Et je suis un modeste amateur de ces deux auteurs, Ferenczi parce qu'il écrit des choses d'une grande modernité sur la psychothérapie. Il exhorte ses confrères à mettre de l'inventivité dans la prise en charge psychothérapeutique. Ça veut dire quoi, de l'inventivité? C'est de l'intelligence dans la prise en charge psychothérapeutique. Ça veut dire quoi, l'intelligence dans la prise en charge psychothérapeutique? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'enfermer dans des modèles qui implicitement conduisent à tordre le patient pour le faire rentrer et le mettre en conformité à nos modèles. C'est tout l'inverse. Il s'agit à ce moment-là de tordre nos modèles, tordre nos pratiques pour les ajuster à la complexité de ce que sont les patients. Et il écrit cela, je veux dire, tout début du siècle, du XXe siècle. C'est d'une modernité extraordinaire. Et puis Janet, à la différence de Freud, alors Janet a été sali, maltraité, déconsidéré ses contemporains et puis par les héritiers de la psychanalyse. Et je trouve ça aussi dommageable parce que, pour rebondir sur mon propos de tout à l'heure, on s'est amputé de quelqu'un qui revient en force, mais qui revient en force dont on a reconnu l'importance à l'étranger. Et oui. Ce sont les étrangers qui nous ont fait redécouvrir Janet, et Janet qui était un chercheur, mais aussi un clinicien. Vous savez quel était le surnom que donnaient les collaborateurs de Janet à Janet? C'était Monsieur Crayon. Monsieur Crayon, parce qu'il prenait des tonnes de notes, et Janet n'était préoccupé que par une chose. Et très modestement, je suis préoccupé par la même chose, sauf que je n'ai pas l'amplitude de Janet, ses patients, et pas les théories. Je veux dire, et de ce point de vue, je veux dire, Janet a toujours été d'une préoccupation qui n'était de sortir du dogme, à la différence de Freud. Et d'abord préoccupé par sa clinique, et il nous a quand même livré tout un ensemble d'orientations et de modèles théoriques qui aujourd'hui ont été à l'origine de la TDSP, de la théorie dissociative de la structure de la personnalité, je veux dire, qui est aujourd'hui une des grandes théories dans le champ du psychotrauma que l'on doit notamment à Pierre Janet. Et je crois que ce sont deux références qui m'habitent et qui d'une certaine manière, je crois, me guident, mais sans m'enfermer. Voilà. Alors, je vais rebondir en partant de ce qui m'anime par rapport à cette thématique. Alors, comme certainement beaucoup de thérapeutes ou beaucoup de psy, je viens d'une famille d'industriels et où à 10 milieux de la médecine et de la psychologie. C'est l'histoire familiale qui m'a amené, dans ce qu'elle avait dans sa dimension traumatique, qui m'a amené très clairement vers la médecine, puis vers la psychiatrie et la pédopsychiatrie et la psychothérapie. Et en partant d'une idée qui est quand même, me semble-t-il, l'inverse de ce qu'on apprend pendant les études médicales, c'est la question du sens, c'est de me dire, mais comment c'est le sein des relations saines, comment c'est une famille saine, comment ça marche, comment des relations saines marchent. Et en fait, c'est la ligne directrice, je dirais aujourd'hui, qui m'a animé
Et c'est comme ce qui m'a amené d'ailleurs très tôt en psychiatrie, avant même qu'on parle de psychotraumatisme, ou en tout cas que ça prenne autant de place dans l'espace public, c'était déjà une préoccupation chez moi, je dirais, depuis le début de mes études. J'étais influencé aussi de manière importante par ce qui est la question de la qualité du travail institutionnel et comment l'institution peut être à la fois sécurisante et soignante pour les patients. Ce qui m'a aussi importé, c'est, comment dirais-je, c'est que très tôt, pendant mon parcours à l'hôpital, j'avais remarqué qu'il y avait une différence notoire et que certains patients qu'on dirait borderline et aussi des patients qui présentaient des psychoses traumatiques, de mon point de vue, qui présentaient en tout cas des troubles psychotiques. Il me semblait que c'était déjà net à l'époque qu'il y avait une différence entre ce qui était de l'ordre de la psychose traumatique et ce qui était de l'ordre de psychose plus de type schizophrénique ou paranoïaque. Or, et qui n'était pas repéré. C'est ce parcours-là qui m'a influencé et qui m'a amené à rencontrer d'abord le travail et l'utilisation du jeu chez l'enfant et d'une manière telle et différente de ce qu'elle était à l'époque, hein, puisque à l'époque, la pédopsychiatrie était beaucoup occupée par la psychanalyse et que c'était une époque où il y avait encore des thérapeutes psychanalystes qui pouvaient s'asseoir, regarder l'enfant jouer et interpréter le jeu de l'enfant. Et que de jouer avec l'enfant me semblait tout à fait indispensable et essentiel. C'est ce qui m'a amené après à m'intéresser à l'hypnose, et pas à m'intéresser à l'hypnose. Je n'ai jamais, comment dirais-je, je me suis jamais inscrit comme hypnothérapeute. Pour moi, l'intérêt de l'hypnose, c'est l'intérêt de l'utilisation des phénomènes hypnotiques en hypnose, et je dois dire que Pierre Janet et Ferenczi font aussi partie des gens qui m'ont influencé. J'étais aussi influencé par et tout le parcours, si je continue, tout le parcours qui m'a amené à découvrir Bateson, Erickson, Bateson, le courant des thérapies brèves et les approches systémiques, se sont inscrites non pas dans une volonté de devenir systémicien, mais plutôt en quoi ça peut être utile dans le traitement du psychotraumatisme et particulièrement des traumas complexes. Et avec cette idée que si je peux avoir été victime d'un contexte, d'une situation, est-ce que ça signifie pour autant que je suis victime à vie ? Et mon attention a toujours été de comment je dirais, dévictimiser en quelque sorte, c'est-à-dire comment déconstruire l'emprise du psychotrauma et des traumas, particulièrement quand ils sont complexes, c'est-à-dire des mondes traumatiques, sur l'histoire de vie de la personne. Voilà, donc la dimension sociale en psy a toujours été un élément aussi important pour moi, car on ne peut quand même pas s'empêcher de dire que le concept de psychotraumatisme est quand même venu avec l'ère industrielle et avec les grands accidents de train, hein, vous le savez aussi bien que moi, et que la dimension sociétale et le regard sociétal me semble aussi extrêmement important dans la manière dont la société et le contexte sociétal répond à cette question du psychotrauma. Je me rappelle d'ailleurs, petite anecdote, qu'au tout début où le psychotraumatisme commençait à entrer dans l'espace public, je me promenais en Angleterre, à Bournemouth, et je suis rentré dans une librairie et il y avait un professeur d'université anglais, un psychiatre, dont j'ai complètement oublié le nom,
et dont le titre du livre était « Le psychotraumatisme n'existe pas ». Et la question que je m'étais posée à ce sujet d'ailleurs, c'était la question du risque aussi que j'allais dire toute la pathologie psy ne devienne qu'une pathologie traumatique. Complètement. Et votre questionnement est tellement juste. On a connu, vous avant moi, puisque vous avez plus d'antériorité, un moment où, au fond, quand on parlait du psychotrauma, il fallait presque s'excuser du psychotrauma, oui, de parler du psychotrauma. Et moi, je me souviens très bien, quand j'étais jeune prof, j'ai eu la chance d'être prof très jeune, où je disais, oui, mais c'est quand même quelque chose de très particulier, c'est à la périphérie de la psychopathologie, etc. Et puis aujourd'hui, on est arrivé dans un mouvement presque totalement inverse, tout à fait. où, que voulez-vous, par magie, les hystériques ont disparu de la planète, hein, on n'en voit plus. Oui. Hein. Et évidemment, je plaisante, hein, et on ne voit que des traumatisés. Et où le paradigme psychotraumatique aujourd'hui, il est considéré, alors peut-être que le balancier est extrême et qu'il va falloir recentrer les choses, mais qu'aujourd'hui on considère, et je pense qu'il y a des travaux qui peuvent attester, hein, que effectivement une large part de la psychopathologie telle qu'on la connaît, pour ne pas dire peut-être toute la psychopathologie, et je pourrais même aller plus loin sur les maladies chroniques, est pour une large part déterminée par quelque chose qui est entre guillemets d'une histoire traumatique au sens large, hein, puisque Oui. on sera d'accord tous les deux pour ne pas réduire le psychotraumatisme au TSPT. Oui, ce d'autant que il me semble tout à fait de ne pas le réduire au TSPT pour une raison très simple, c'est qu'il me semble que la vision du stress est extrêmement réductrice et que c'est la question plutôt de comment la personne impacte le, comment la personne impacte le vécu et comment le vécu vient remettre en cause. D'ailleurs, me semble-t-il, à l'extrême même, le propre sentiment d'existence. Sans doute, sans doute. Et oui, et si j'utilisais un gros mot, de mon point de vue, les effets du psychotraumatisme sont une blessure de l'être, voire une blessure de l'âme, c'est-à-dire qui viennent toucher la personne que je suis. Et à ce moment où on peut parler du self profond comme on veut, et à ce moment-là, la question c'est comment aider la personne à faire le chemin de refaire le mouvement dans qui lui permet de retrouver je dirais, son chemin de vie, si je peux parler comme ça. Enfin, en tout cas, de, de se réinsérer dans des liens et des liens qui soient des liens qui permettent de retrouver, de continuer son développement de vie, en tout cas. Complètement. Blessure de l'être, blessure de l'âme. Lors de notre dernier échange, vous avez justement introduit un paramètre que peut-être on oublie souvent, que j'oublie, je crois, dans mes travaux en tout cas, qui est effectivement une blessure du lien, une blessure dans le lien. Et je suis complètement d'accord avec vous. Notre échange m'a beaucoup fait réfléchir et vous avez complètement raison. D'ailleurs, ce n'est pas une dimension qui est occultée, mais ce qu'on peut dire effectivement, blessure de l'être, blessure de l'âme, blessure du lien, au fond, oui, ce sont des regards qu'on peut porter. Après, on peut porter des regards un peu plus, je disais, moins existentiels, et que je trouve très importants, hein, pour aller quand même sur quelque chose qui est la physiologie du stress, qui nous indique quelque chose, qui n'explique rien.
qui juste explique des processus qui sont engagés, aller sur les impacts cérébraux, qui n'expliquent rien. Là, on est dans un fantasme de la psychoneurologie, où effectivement, à chaque fois qu'on a des travaux et des congrès, on a toujours le neurologue de service qui vient avec de l'imagerie cérébrale, comme s'il y avait une dimension heuristique à la présentation des travaux, c'est-à-dire qu'on n'explique rien, on est juste descendu d'un cran pour comprendre effectivement que c'est telle ou telle structure qui est activée. Et l'enjeu aujourd'hui, pour nous, en tant que chercheurs, que cliniciens, c'est d'aller contre un mouvement qui vise à déthéoriser notre discipline. C'est-à-dire qu'à la rendre fonctionnelle, à la rendre uniquement basée sur des processus physiologiques et neurologiques, en faisant complètement l'économie d'une théorie et de théorie psychologique. Et je crois que là, il y a un enjeu majeur pour notre discipline de repenser au fond, une organisation des savoirs qui va nous permettre effectivement d'expliquer, de comprendre, et je ne fais pas table rase de tout ce que les aînés nous ont apporté, mais j'espère néanmoins que notre génération sera capable aussi d'apporter des éléments complémentaires, et derrière l'exercice théorique, il y a foncièrement une préoccupation qui est celle, heureusement, de trop peu d'universitaires et de chercheurs, mais de beaucoup de praticiens, c'est avoir une carte routière, c'est ça la théorie. La théorie nous guide dans le chemin de la prise en charge. Voilà. Et je crois que le risque, c'est avec cette simplification, je dirais, des processus engagés pour comprendre la question du psychotrauma et de la psychopathologie en général, ça nous amène à une espèce de caricature de ce qu'est la psychothérapie, qui a tendance à se résumer à une accumulation de protocoles. Comme si la psychothérapie, comme si les psychologues étaient des techniciens qui appliquaient bêtement une recette. C'est-à-dire, et là, je crois qu'on se doit d'introduire à la fois la question de la complexité dans la théorisation du sujet, et aujourd'hui, l'environnement et le contexte académique s'est appauvri, et à la fois, effectivement, repenser en des termes beaucoup plus compliqués la question de la psychothérapie, de laquelle la recherche ne donne qu'une image déformée. Voilà. Je pourrais associer sur ce que disait Milton Erickson, hein, que la thérapie, thérapie dans la clinique, c'est une thérapie pour chaque patient, alors que, le modèle de la recherche, le modèle scientifique, c'est de rentrer dans un protocole. Moyennant quoi, ce qui est intéressant, c'est puisque, comment dirais-je moi, si ma mémoire est bonne, puisque vous êtes à Nancy, le terme même de psychothérapie vient de Bernheim. Mais bon, je viens de Metz, commencez pas à chercher des... Ah, excusez-moi, j'ai rien dit. Désolé. C'est pas grave, c'est des copains à Nancy aussi. D'accord, excusez-moi, c'est Metz. Mais à non, c'est une boutade parce que franchement, que ce soit les psychiatres ou les psychologues de Nancy, on a d'excellentes collaborations. Voilà. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même aussi un modèle. Si on revient dans l'histoire, il y a eu d'autres modèles cliniques d'expérimentation. Par exemple, si je remonte très loin, mais à une autre époque, quand a été étudié les phénomènes du magnétisme animal, la disposition clinique de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, c'était trois, ils étaient trois, et chacun
un se mettait en position d'opérateur, l'autre se mettait en position entre guillemets de patient, et le troisième d'observateur, et ils tissaient leur réflexion et leur recherche ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que la question il me semble que le travail clinique est un travail qui est, comment dirais-je moi, qui est dans la singularité du moment, qui va se dérouler dans une temporalité, dans un contexte, comment dirais-je moi, qui est dans un espace-temps qui me semble relever plus du métaphorique, qui est une parenthèse dans l'espace-temps habituel. Et la question c'est quelle va être la place de la recherche et comment cette recherche va pouvoir étayer, comment dirais-je, ce qui me met quelque part en difficulté, c'est que j'ai l'impression toute ma vie d'avoir fait un travail de recherche et que ce que j'ai développé est le fruit d'un travail de recherche, d'observation, la base d'observation, d'un travail clinique. En même temps, les retours que je peux faire, par rapport à la recherche scientifique, c'est à travers ce qui est dit de la recherche scientifique, c'est qu'est-ce qui vient remettre en cause, qu'est-ce qui vient étayer ce que je peux développer. Et comme on en a parlé, toute la question qui est extrêmement difficile, particulièrement quand il s'agit de l'humain et du vivant dans la recherche scientifique, c'est qu'à chaque moment, il peut y avoir des modèles de compréhension qui peuvent être même carrément en opposition. Et donc, la question que je me pose, c'est que même dans la recherche scientifique, et quand je parle de la recherche scientifique, ça touche autant à l'éthologie qu'aux neurosciences, qu'à la recherche sur la psychothérapie, qu'à la recherche en sociologie, que là, je vous rejoins complètement. On ne peut pas se limiter à un seul champ de compétences. Et la question c'est évidemment, même à ce niveau-là, quel choix je fais? Et évidemment, je vais plutôt avoir tendance à étayer à partir des modèles scientifiques qui viennent étayer et justifier l'observation plutôt que ceux qui sont en opposition. Il y a quand même, me semble-t-il, dans l'histoire depuis, je dirais, le 19e siècle, enfin le milieu du 18e siècle, il y a quand même une voie qui s'est développée qui est la voie de, on va dire, alors je sais, c'est un peu réducteur, mais la voie du behaviorisme, et il y a la voie de toute la recherche qui est plus dans une approche interactionnelle et de la complexité. Et toute la question, c'est qu'on voit bien que même sur les sciences, même sur les neurosciences, ça donne des approches qui ne vont pas forcément, comment dirais-je moi, amener le même regard. Disons que je vais prendre ma casquette de chercheur. Alors, effectivement, je mène des travaux sur l'évaluation des psychothérapies. C'est vraiment un axe fort. Oui. Et quand je dis je, c'est pas, je suis pas seul, hein, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Seul, je ne ferai rien du tout. On utilise différentes approches. Actuellement, j'ai un gros programme en route, enfin j'en ai plusieurs, mais qui est une étude contrôlée randomisée sur la prise en charge de MDR des patientes atteintes par des troubles anxio-dépressifs de patientes atteintes par un cancer du sein. Ce sont des recherches d'abord qui coûtent extrêmement cher et qui effectivement amènent des éléments de compréhension spécifiques propres à un design expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le design expérimental, c'est une situation où on contrôle tous les paramètres, sauf ceux qu'on veut manipuler, sur lesquels on veut produire de l'évaluation. Par exemple, sur cette étude où on compare psychothérapie de soutien, protocole EMDR, on va
dans le protocole EMDR ou dans le protocole soutien, prendre en charge des patients tous de la même manière. Tous de la même manière. Et c'est obligatoire, puisque sinon, si on les prendrait, si chaque situation évaluée, si dans chaque situation évaluée, les intervenants faisaient comme bon leur semble, on ne pourrait plus rien contrôler. Bien. Ce que je raconte là est vrai pour toutes les recherches qui portent sur la psychothérapie. J'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer, d'où l'immense facilité de faire des études contrôlées randomisées avec des protocoles de TCC, avec des psychothérapies qu'on dit manualisées, c'est-à-dire où il y a des manuels, ou des protocoles, parce qu'on suit les protocoles. C'est beaucoup plus difficile quand on est sur des psychothérapies où, d'une certaine manière, on laisse l'intuition, l'intelligence du thérapeute prendre le pas. Et parce que chacune des prises en charge va être difficile. Je ferme la parenthèse parce que j'y reviendrai. Donc ces thérapies, effectivement, elles partent d'un principe, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, c'est très important, voilà ce qu'on montre, voilà les résultats qu'on observe. Et toutes les psychothérapies qui sont évaluées avec ce design-là, donne des résultats dans la littérature qui possèdent quelques caractéristiques sur lesquelles il faut revenir. La première, c'est que d'abord on publie dans de grosses revues des travaux comme ça. C'est-à-dire que pour ma carrière d'universitaire, croyez-moi que publier dans des revues de renom, ça va faire bien pour mon laboratoire, même si à 55 ans je suis déjà en bout de carrière, mais bon, c'est bien pour mon laboratoire d'avoir de belles revues. Et effectivement, les revues vont, et je suis éditeur en chef d'une grosse revue, vont privilégier ce type d'article par rapport à d'autres articles où c'est pas trop contrôlé, c'est pas très propre, etc. Bon, très bien. C'est très intéressant parce que rappelez-vous tous du rapport INSERM dans les années 2004, qui sort et effectivement qui évalue l'efficacité des psychothérapies et qui a fait un scandale à l'époque. Sur quoi est-ce que ce rapport s'appuie ? Il s'appuie sur ce qu'on appelle des revues de la littérature, donc il ne s'appuie que sur des études qui ont été publiées dans des grosses revues et qui ont respecté le design dont je viens de parler et qui disent quoi ? Quelles sont les psychothérapies les plus efficaces, et entendons-nous bien sur le terme, efficaces ? Les TCC, il y avait l'EMDR, il y avait quelque part pas loin l'hypnose aussi, parce qu'en hypnose, on arrive à faire des protocoles qui tiennent la route. Et puis, il y a d'autres thérapies qu'on n'arrive pas à contrôler. La psychanalyse, on dit c'est à jeter à la poubelle, c'est pas sérieux. Ça a d'autres effets sur le plan politique, parce que vous avez des mutuelles qui, s'appuyant sur ces mêmes arguments, remboursent ou pas les psychothérapies. Bien. Sauf que, d'abord, tous ces travaux, portent la plupart du temps sur des patients qu'on ne rencontre jamais dans les cabinets, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'inclusion, et évidemment, quand je prends une patiente qui a un cancer du sein, je vais prendre une patiente qui a un cancer du sein, mais qui n'a pas d'histoire antérieure, parce que ça viendrait parasiter mon modèle. Donc, vous voyez, il y a déjà une épuration, je dirais, des sujets qui font que ce n'est pas n'importe qui rentre dans les protocoles. En tout cas, dans mon cabinet, croyez, et je pense que c'est le cas de beaucoup des gens qui nous écoutent, il y a des patients qui viennent, ils ont un cancer du sein, mais ils ont toute une histoire. Et ces patients-là, ils ne viendraient pas dans les études. Première chose. Deuxième chose, toutes ces études portent sur des troubles simples. C'est ce que j'allais dire, oui. Or, vous et moi et tous les collègues qui nous écoutent, on sait très bien que la plupart du temps, nos patients, ils viennent avec 2 valises et que ça prend du temps d'ouvrir toutes les valises. Bien. Autre élément, c'est que on évalue effectivement des types de thérapies très particuliers qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie et dans notre cabinet. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que, en l'occurrence, et c'est affirmé, c'est assumé dans ces études, on tord les sujets et on les met en conformité avec le protocole. Ceci étant,
on a besoin de ces études. Et je dirai pourquoi tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant. Je fais juste un point historique et je reviens à mon raisonnement. On sait pourquoi ce modèle de l'approche expérimentale a été appliqué à la psychothérapie à partir des années 80. On sait tous pourquoi. Les années 80, c'est l'avènement des psychotropes. Et l'American Psychological Association dit c'est la fin de la psychothérapie si on n'applique pas la méthode du médicament à l'évaluation des psychothérapies. On a tous les textes, on connaît bien tout ce qui s'est écrit à l'époque, et donc la règle à partir des années 80, c'est d'appliquer la méthode du médicament, dispositif, double aveugle, etc., je veux dire, à l'utilisation de la psychothérapie. Mais on va évaluer que les psychothérapies qui rentrent dans le format. Et c'est l'avènement, à l'époque, des thérapies comportementales. Donc, on est dans une conge et du DSM. C'est-à-dire qu'on peut, les troubles, on peut les identifier, les lister. Donc, il y a une convergence à cette époque qui conduit et qui nous amène à ce qu'on trouve aujourd'hui. Je le critique, mais je redis avec force qu'on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce que ça nous permet néanmoins d'identifier des principes actifs. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce qui se passe dans ces recherches-là, et ça c'est toute l'hypocrisie de toutes les sociétés savantes, de toutes les sociétés professionnelles qui défendent le MDR, défendent les TCC, défendent je ne sais pas quoi, et qui disent « Regardez la recherche, elle montre que nos approches sont efficaces. » Ah oui, mais attendez, vous racontez des salades, les amis. Vos recherches, elles sont efficaces dans un contexte extrêmement contrôlé. Dans la vraie vie, là où justement rien n'est contrôlable, où les paramètres sont multidéterminés, où quand on reçoit un patient, il y a la question de la relation thérapeutique. Ce que je voulais faire avec un patient, eh bien, je fais autre chose. Ce que j'avais réussi avec un patient, eh bien, je le vois différemment. J'ajuste. C'est-à-dire qu'on est dans une complexité qui est sans commune mesure avec l'absence de complexité qu'impliquent les dispositifs réductionnistes que sont ceux de la recherche expérimentale. Mais on est dans deux logiques différentes qui ne se neutralisent pas, elles doivent s'additionner. C'est-à-dire que dans un premier cas, celui de la recherche expérimentale, je suis dans une recherche de l'efficacité. Dans l'autre cas, je travaille sur une autre donnée, une autre dimension qui s'appelle l'efficience thérapeutique, dont nous sommes tous les témoins, plus ou moins heureux de la pertinence de nos approches et qui montrent que voilà, on a eu des effets positifs avec tel patient et des fois on ne sait même pas comment on a fait, puis des fois ça aurait dû marcher et ça n'a pas marché. On est face à une complexité que la recherche aujourd'hui, dont la recherche prend la mesure de la nécessité d'attraper cette complexité, mais que les méthodologies encore en vogue sont pas totalement à la hauteur pour saisir cette complexité. Et ça, c'est l'enjeu de la recherche de demain, c'est-à-dire de déployer de façon contingente à la fois des protocoles d'études contrôlées randomisées, mais aussi des protocoles de recherche beaucoup plus compliqués qui attrapent la réalité telle qu'elle se déroule dans notre quotidien de thérapeute et qui permettent de dire des choses sur quels sont les processus, quels sont les multidéterminismes de ces processus et qui sont en cours. Et on voit que c'est très différent. Juste pour terminer, actuellement, j'ai une thèse en cours qui est passionnante où, dans un cas, on demande aux thérapeutes, en thérapie EMDR, de suivre strictement le protocole. Strictement. C'est-à-dire que les patients viennent, et dès que le patient, c'est filmé, si le thérapeute, pour des tas de raisons, parce que la réalité du patient l'impose, ne peut pas suivre le protocole, on sort le patient de l'étude. Et dans l'autre bras, on dit au thérapeute, écoutez, tu fais comme tu fais d'habitude, quoi. Et quand on dit ça à un thérapeute, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, mets de l'intelligence dans ta pratique. Voilà ce que ça veut dire. Fais comme tu fais d'habitude. Et
et on essaye d'évaluer, donc tout est filmé, etc. On travaille sur les interactions, on travaille même sur la physiologie du sujet. Bon, c'est une usine à gaz, mais dans un cas, c'est contraint, donc c'est le protocole. Dans l'autre cas, c'est fait, mais de l'intelligence dont on travaille à partir de la thérapie EMDR. Et ce qu'on est en train de montrer, eh ben, ce n'est pas forcément là où on pensait que c'était le plus efficace que c'est le plus efficace. Voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant. Vous pouvez préciser? Oui, ben, je pense que c'est là où on met de l'intelligence que c'est le plus efficace. C'est là où on met de l'intelligence que c'est le plus efficace. Et puis, l'autre biais qu'on a dans ces travaux-là, quand même, qui a le don de m'agacer, mais c'est ce ridicule psychopathologique. Je veux dire, oui, c'est bien, on a montré 50 000 fois que le MDR, que les TCC, que l'hypnose, que la mindfulness avait des effets sur le TSPT pur. Ben oui, dans les critères d'inclusion, on se débrouille pour que les gens n'aient pas d'histoire. Mais qu'est-ce qu'il en est des cas complexes? Ben oui, je suis bien Qu'est-ce qu'il d'accord. en est effectivement de ces pluri-traumatisés? Qu'est-ce qu'il en est de ces gens qui viennent avec des addictions qui nous mettent souvent en échec? Qu'est-ce qu'il en est de ces gens qui viennent avec des troubles du comportement alimentaire? Qu'est-ce qu'il en est de ces gens qui viennent avec des troubles dissociatifs? Qu'est-ce qu'il en est de ces gens avec ces personnalités borderline? C'est une autre paire de manches. Et là, les travaux, croyez-moi, je veux dire, on les compte sur les doigts de la main. Voilà de l'enthousiasme, Cyril. Alors, je vais rebondir justement sur la question des cas complexes parce que c'est justement les cas complexes qui, on dit, je vais dire, de la chronicité et surtout quand la pathologie passe en position existentielle, c'est justement ce qui a été depuis longtemps mon centre d'intérêt. Et quand je vous entends, je dirais deux choses. Oui, je suis parfaitement OK avec vous que cette recherche scientifique est utile à une condition que ce ne soit pas elle qui dirige la pratique psychothérapique sur le terrain. Ça, c'est un premier point. Et il y a une dérive. Il y a une dérive. Deuxième point, le problème de la recherche aujourd'hui, c'est comment dirais-je moi, il y a une orientation de la recherche qui tend à, dans une espèce d'escalade, à justifier telle ou telle pratique ou telle technique psychothérapique. Alors justement, quand il s'agit de traiter, on va dire, les traumas complexes, eh bien, c'est quand même assez étrange qu'alors que le trauma complexe crée des effets dissociatifs qui vont dans le sens on va dire, de la dislocation et du morcellement, on en arrive à avoir des thérapies qui sont des collections d'éléments. Qui fonctionnent comme des collections d'éléments, c'est-à-dire qui sont des collections de thérapie. Et est-ce que d'avoir plusieurs techniques thérapeutiques crée le processus psychothérapique? Je ne le crois pas. Or, toute la question est aujourd'hui, peut-être qu'on est à un moment où il s'agit de réorienter vers une psychopathologie et des modélisations qui puissent prendre en compte la complexité et qui ne peuvent pas se réduire à une collection de pratiques psychothérapiques. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Comment dirais-je moi, j'ai l'habitude de dire que c'est pas la technique qui soigne, c'est ce qu'à travers la technique, ça va avoir comme effet et que les effets que ça va avoir vont aller dans le sens comment dirais-je moi, de permettre à la personne, comme je le disais, d'aller dans le sens de la réassociation et de pouvoir se remettre en lien. Et un mot qui me semble aussi extrêmement important dès qu'on est dans la complexité, c'est aussi dans des processus de réhumanisation, car la complexité amène vers des scénarios d'isolement, de solo monde et de vécu de déshumanisation.
Écoutez, moi je suis d'accord avec vous pour une part. En même temps, on voit quand même, je trouve, en tout cas dans le champ qui est le mien, je vois des cliniciens euh, qui sont actuellement extrêmement forts, qui sont capables de théoriser leur clinique bien mieux que ne le font des universitaires qui sont parfois, ou des chercheurs un peu trop haut perchés qui ne connaissent pas ce que c'est que là. Les universitaires souvent savent très bien faire de la recherche, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe derrière la porte du cabinet. Et je suis heureux, moi, de voir de plus en plus de cliniciens qui reviennent vers l'université parfois pour théoriser leur pratique, élaborer leurs pratiques, et qui aujourd'hui sont des vraies forces de proposition pour prendre en charge des cas complexes. Je pense aux travaux des collègues suisses dans le champ de la thérapie EMDR et dans le champ comment ça s'appelle, ça va me revenir, qui ont beaucoup travaillé sur la prise en charge des troubles dissociatifs et avec des résultats vraiment intéressants. D'autres comme Hélène Delucci ou Olivier Piedfort aussi qui théorisent et font des propositions thérapeutiques pour prendre en charge ce type de patient. Et une chose est certaine, c'est que ces thérapeutes, ne s'inscrivent pas dans une conception univoque de la psychothérapie. Ce sont souvent des gens qui ont à leur disposition plusieurs approches. Ils ne font pas que de l'EMDR, ils sont formés en thérapie systémique, ils sont formés en hypnose, ils sont formés dans différentes, effectivement, ils ont une culture psychothérapeutique, disons cela comme ça, qui est extrêmement riche, et leur prise de recul, leur analyse de leur cas clinique leur a permis effectivement d'apporter des éléments assez convaincant sur la pertinence de l'articulation de certaines approches en développant des modèles de prise en charge qui, au niveau de la clinique et des cas qu'ils nous rapportent, semblent être de véritables ouvertures. Et ce que je pense actuellement, c'est que le salut viendra des cliniciens, mais pas n'importe lesquels, pas n'importe quel clinicien, quitte à me mettre un petit peu en désaccord avec certains de ceux qui nous écoutent. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire d'une théorie paroissiale ou d'une pratique paroissiale, c'est-à-dire d'une pratique qu'on a soi-même développée dans son cabinet, des trucs qu'on a pu développer, qui sans doute s'avèrent utiles, qui sans doute s'avèrent fonctionner. Je veux dire, j'en doute pas. Mais je pense qu'il faut dépasser cela. Et il faut qu'aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas laisser le métier aux mains des chercheurs. Alors, responsabilité est donnée aux cliniciens de prendre en main le métier. Responsabilité est donnée aux cliniciens de théoriser le métier. Responsabilité est donnée aux cliniciens de faire chanter le métier et de faire parler le métier et d'écrire sur le métier pour le faire évoluer. Et ça, c'est l'enjeu. Et c'est cette dialectique entre les chercheurs et les cliniciens qui ont beaucoup à nous apprendre, qui fera sans doute évoluer la pratique et permettra sans doute d'apporter des éléments de réponse pour prendre en charge, non pas les simples troubles réactionnels, et ne pensez pas que je les banalise ou que je les vulgarise, mais effectivement d'autres souffrances, d'autres troubles bien plus complexes, et que souvent à côté desquels les chercheurs qui ne connaissent pas les patients, eh bien passent parfois même par méconnaissance. Aujourd'hui, quand je vois le nombre de gens ou d'universitaires ou de praticiens qui, à la limite, qui ne seraient pas d'accord avec, je veux bien, mais qui connaissent à peine les différents modèles du trauma complexe, qui connaissent à peine tous les questionnements autour du champ de la dissociation, du champ, ce n'est pas tel ou tel modèle. Je veux dire, je me dis, mais quelle pauvreté, quoi, quelle pauvreté théorique.
Et là, il y a un vrai enjeu à une époque, hein, à une époque où on est en plein requestionnement de nos modèles, où, comme j'évoquais tout à l'heure, on a besoin de théorie, mais d'une théorie qui vient du terrain, mais une théorie qui prendra le risque de l'évaluation et qui se mettra et qui prendra le risque effectivement d'être jugé, évalué pour en évaluer la pertinence, parce que ça, je veux dire, on ne peut pas y couper. Je rejoins tout à fait. Je partage tout à fait votre propos en y ajoutant la chose suivante. C'est à partir du moment où le risque de l'évaluation se construit à partir d'un dispositif qui est en capacité à la fois accueillir la complexité et que l'autre aspect, me semble-t-il, important, c'est que une thérapie se joue dans le champ de l'humain et ne se joue pas tout seul, mais se joue au moins à deux. Complètement. Complètement. Je veux dire, c'est complètement juste, mais est-ce que ça nous suffira? Peut-être que le deuxième homme, demain, ne sera plus un deuxième homme. Voilà. Mais il y aura sans doute quelque chose d'un échange. Alors, je vous dirais que même si ce n'est pas un deuxième homme, ce seront quand même des humains qui auront été derrière. Oui, donc l'intention, elle est quand même là. Complètement. Et ça, c'est très important. C'est confondre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne crois pas un seul instant sur l'approche, sur ce qui est de l'approche des problématiques dès lors qu'elles deviennent, je veux dire, je vais prendre des traumas complexes. Je ne crois absolument pas à une approche de type psychothérapie, j'allais dire technologique. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que je ne crois pas un seul instant. Oui, ça marchera sur des situations, simples, mais dès qu'on rentre dans la complexité du psychotrauma, comme d'ailleurs des pathologies chroniques, je ne crois pas un seul instant. Je suis complètement d'accord, Eric. Sauf que j'aimerais bien qu'on se trompe, mais je crois qu'on ne sera plus sur cette terre pour le voir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on commence à faire des choses qu'on n'imaginait pas faire il y a 50 ans. Et peut-être que dans 50, 60, 100 ans, je veux dire, on ne sera plus là malheureusement pour le voir. On sera sur un questionnement comme celui-là. Et là où nous devons y être, ce n'est pas forcément par grande conviction. Je veux dire, actuellement, nous avons un immense programme de recherche qui va m'amener jusqu'à ma retraite, je pense, qui est de créer des environnements virtuels qui viennent en complément de la psychothérapie. Et comme vous le dites avec justesse, on va dans un premier temps, et quand je dis les premiers temps, ça va être les 10 prochaines années, travailler sur des choses simples, très simples. Et oui. Mais juste pour terminer, à ne pas douter, va y avoir une évolution. Je vais juste donner un petit exemple qui est très engageant, mais à la fois qui peut faire peur, mais en même temps, c'est mon travail, c'est notre travail de dire qu'il faut aller voir pour justement savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne doit pas aller. Par exemple, aujourd'hui, alors on travaille avec un groupe, une équipe de recherche qui s'est pendant des années préoccupée de l'identification des émotions à partir des expressions faciales. C'est un paradigme de recherche que j'ai connu quand j'étais étudiant, donc c'est vieux, mais en fait, on n'a jamais réussi à véritablement dégager des modèles satisfaisants. Et les chercheurs ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils ont pu, grâce aux caméras de l'ordinateur que vous avez tous, ou de votre iPhone, que vous avez tous, ou votre autre téléphone, hein, je ne fais pas de pub, développer des logiciels qui permettent de reconnaître les variations de couleur du visage en fonction du rythme cardiaque. Et ça ne se voit pas à l'œil nu. Et grâce à cela, par des décompositions mathématiques un peu compliquées, mais tout le monde a entendu parler depuis au moins Guérir de David Servan-Schreiber, qui, entre parenthèses, a permis que l'enseignement de l'EMDR se fasse à l'université de Metz.
on a vu à quel point on pouvait, grâce à cette variation du rythme cardiaque, proposer des décompositions mathématiques et calculer les contributions du système nerveux périphérique, sympathique et parasympathique, et donc avoir des informations quasiment en temps réel de l'état émotionnel du sujet. Et quand on sait comment la variabilité sinusale a des effets sur, est un facteur déterminant, une des idées de Servan-Schreiber à l'époque, c'était de dire, mais quand on va chez le médecin, on prend le rythme cardiaque, on prend le pouls, etc. Mais c'est ce paramètre-là de variabilité sinusale qu'il faudrait prendre chez le médecin, parce que celui-là est prédicteur de la santé des sujets. Eh bien, ces paramètres-là, aujourd'hui, sont accessibles. Alors, ils n'étaient pas accessibles il y a 5 ans seulement, en direct, là, comme ça, face à une caméra. Et donc, l'idée, c'est de dire, peut-être que voilà des premiers éléments qui vont nous aider. Je ne sais pas comment aujourd'hui. Et je ne suis pas convaincu que c'est une voie qui va être porteuse, mais c'est le travail du chercheur que d'investiguer et de se poser ce genre de questions et d'imaginer effectivement ce que pourraient être ces environnements virtuels pour faire de la psychothérapie, pas simplement de travailler sur les phobies, ce qui existe depuis longtemps. Je veux dire, et donc aujourd'hui, on commence à avoir des outillages qui, effectivement, sans doute, commencent à nous, et des modèles théoriques qui commencent à nous donner des pistes pour penser ce que pourrait être demain, peut-être ou peut-être pas. J'espère qu'on le verra et qu'on vivra assez longtemps, Eric, pour le voir, peut-être une partie de l'avenir de la psychothérapie. Est-ce que tu me permets d'avoir une minute pour répondre? Alors, en contrepoint, car je connais un peu les univers virtuels, en contrepoint, je vais juste te donner cette situation clinique dans laquelle je me suis trouvé avec un jeune de 17 ans que j'avais vu à l'âge de 10 ans pour un syndrome dépressif et qui est revenu me voir à l'âge de 17 ans car il était à nouveau dans un vécu dépressif. Et voilà ce qu'il me racontait. Il me racontait que voilà, pendant 2-3 ans, ce qui l'a maintenu, c'était d'être dans un jeu de rôle sur ordinateur et que ça lui permettait de vivre avec son avatar, de rencontrer les personnages, de rencontrer les pays, d'avoir des paysages, de changer de paysage. C'est un des jeux de rôle sur ordinateur les plus... Or, 2 choses. La première, c'est qu'il m'a dit bah oui, mais maintenant, ça ne m'intéresse plus. Et je lui ai dit qu'est-ce qui fait que ça ne t'intéresse plus? Il me dit d'abord, je n'ai pas de contact. Donc il ne jouait pas en partie avec d'autres, il jouait seul dans son univers de jeu. Et il me dit maintenant, j'ai fait le tour et ça ne m'intéresse plus. Et ce que ça m'amène à dire, c'est que même dans l'univers virtuel, à partir du moment où on rentre dans la répétition et que le lien humain et la dimension affective émotionnelle n'est pas engagée, il y a un moment où on est en perte de sens. Et donc, ce qui me fait dire que même si on utilise dans les situations complexes les univers virtuels, ça nécessitera quand même de mettre en scène. Mais je suis d'accord. Mais vous savez, Eric, et peut-être terminer là-dessus. Oui, tout à fait. Il y aurait tellement de choses à discuter. Vous savez, oui, tout à fait. Je venais d'être nommé prof en 2000 et j'ai rencontré la thérapie EMDR. Bien. Et vous savez, quand j'ai fait la première conférence sur la thérapie EMDR en contexte universitaire, je crois que les gens se foutaient pas de moi explicitement parce que je crois que j'avais un peu d'épaisseur, mais qu'est-ce que j'ai entendu en me disant que c'était amusant, mais que c'était pas sérieux? Comment pouvait-on imaginer soigner avec ce genre de stimulation? Et au fond, aujourd'hui, c'est une des thérapies qui amène dans certains domaines des éléments de satisfaction. On essaye de comprendre comment ça fonctionne, c'est pas encore gagné. Et depuis que j'ai été confronté à ça, qui a fait s'effondrer sur eux-mêmes
sur elle-même toutes mes convictions de ce qu'était une psychothérapie, eh bien, je me dis qu'il faut se donner parfois des perspectives qui vous paraissent a priori inconsistantes, mais qui sont peut-être des ouvertures, parce que cette thérapie, jamais je pensais qu'à l'époque, elle deviendrait ce qu'elle est devenue. Et nous étions très peu à penser que, effectivement, les processus qu'elle activait pouvaient conduire, plus de 20 ans après, à autant d'enjeux scientifiques. Donc, je me dis que, voilà, c'est bien d'espérer, mais ceci étant, la question du lien et de la relation à l'autre, et ça, on se retrouve, est une dimension cruciale au cœur de la psychothérapie, et je ne voudrais pas que vous pensiez que j'occupe cet aspect, mais l'idée, c'est que, voilà, il faut essayer d'investiguer d'autres univers pour peut-être comprendre ce qui se passe dans ce merveilleux outil qu'est la psychothérapie, parce que je crois que, et je l'ai écrit quelque part, quand on fait de la psychothérapie, on fait de la politique. Et on fait de la politique. Je partage tout à fait cet aspect-là. On fait de la politique parce qu'au fond, on répare les gens. Et moi, je ne connais pas de gens réparés qui font du mal et qui sont violents. Voilà. Oui. Maintenant, oui. Bon, on pourrait discuter longtemps. Juste un petit commentaire, justement, c'est ça qui est intéressant. Si Francine Shapiro, à travers le MDR, a permis aux thérapeutes d'utiliser le mouvement oculaire et donc de s'impliquer un peu plus dans la thérapie, il n'empêche que lorsqu'on connaît un peu l'histoire, et particulièrement l'histoire de l'hypnose, les mouvements oculaires existaient auparavant depuis déjà fort longtemps. Oui, ça c'est vrai, et je l'ai vu historiquement, sauf qu'ils n'étaient pas identifiés comme un principe actif majeur, mais ils existaient effectivement bien avant la thérapie EMDR. Oui. Et ils étaient considérés comme permettant de, si je le dis dans un langage moderne d'aujourd'hui, de déconnecter le mental, c'est-à-dire de traiter les pensées obsédantes. Bon, c'est un autre débat. Allez. C'est un autre débat. Non, mais c'est pour dire que, si vous voulez, je pense que même dans les mouvements, il y a quand même une dimension relationnelle incontournable. Non, et qu'on ne peut pas l'occulter et que ce n'est pas quelque chose de mécanique. On se rejoint. Et notre échange avant ce soir a été oui. intéressant. Voilà. Merci. Bien, ça nécessiterait une deuxième rencontre pour poursuivre ce débat. Tout à fait. Très enrichissant. Et voilà, il nous reste un petit quart d'heure pour pouvoir répondre aux questions des intervenants. Et alors, j'ai une question pour toi, Eric, concernant la distinction entre la psychose traumatique et la psychose structurelle. Est-ce que tu peux faire la distinction? Eh bien, si je prends... dans mon expérience clinique, j'ai eu à soigner une patiente schizophrénique qui pour moi, relève du modèle de la schizophrénie. Elle avait une déstructuration du langage, une déstructuration du comportement, une déstructuration, je dirais, même de au niveau psychomoteur. Ce qui avait été intéressant, c'est qu'à l'époque, une infirmière de service qui voulait faire l'école des cadres à Toulouse l'avait pris comme modèle et je lui avais dit, fais attention, c'est quand même un peu c'est s'engager dans quelque chose de difficile. Et à l'école des cadres à Toulouse, ils avaient essayé, donc à l'époque de culture psychanalytique, ils avaient essayé de trouver du sens à son langage. Or, au bout de 2 mois, ils ont abandonné purement et simplement parce que son langage était déstructuré dans l'écriture, dans les mots, et c'était extrêmement compliqué de rentrer dans son monde. D'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, quand on travaille avec les psychotiques, enfin avec les schizophrènes, il faut faire justement extrêmement attention à ne pas rentrer dans la dimension relationnelle et affective avec eux en premier. C'est eux qui donnent le signal. Quand on est dans... Et puis, ce qui m'avait frappé, c'est qu'un jour, un patient rentre et il était décrit comme psychotique. Or, la relation, elle était accordée, les réponses étaient ajustées, il n'y avait pas la bizarrerie,
Et effectivement, il y avait une dimension délirante. Mais cette dimension délirante n'avait rien de déstructuré. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'expérience m'a montré que quand on est dans les psychoses traumatiques, c'est celles qui répondent le plus mal, le plus mal aux neuroleptiques comme aux antidépresseurs, aux psychotropes. Et ça, c'est un signe. Après, j'ai travaillé avec les enfants. Les premiers, tu vois, entre les enfants psychotiques et les enfants qui avaient des traits autistiques mais d'origine traumatique, les premiers qui faisaient le diagnostic, c'était les enseignants. Pourquoi? Parce que d'un côté, quand c'était des séquelles de psychose infantile, il n'y avait pas la permanence de l'acquis. Quand on était dans des psychoses de type traumatique, la permanence de l'acquis, elle existait. Et ça, c'est un signe extrêmement important qui fait les différences. C'est-à-dire que la désorganisation traumatique, même si elle va dans des réponses psychotiques, n'emmène pas pour autant une déstructuration de l'acquis. Alors que quand on a des psychoses avérées, structurelles, si tu peux, eh bien là, on a des problèmes de permanence de l'acquis, de permanence du lien. Voilà. Et je répète, c'était très clair que la réponse même la réponse aux psychotropes n'est pas du tout la même. Je ne sais pas si tu peux partager ça, Cyril, à partir de votre expérience, mais pour moi... Moi, j'ai peu d'expérience de ce qu'on appelle encore les psychoses et la schizophrénie. Aujourd'hui, d'ailleurs, le modèle, j'ai des copains à Strasbourg en psychiatrie qui travaillent sur la schizophrénie. Il y a tellement de formes de schizophrénie qu'on arrive à se demander si le concept, si l'entité nosologique a vraiment du sens aujourd'hui. Alors ça, je rejoins tout à fait. C'est pour ça que ça me semble effectivement. On a été victime aussi des diagnostics américains qui mettaient toute réponse de type psychotique dans la même rubrique de schizophrénie. La schizophrénie aux États-Unis ne répondait pas du tout à la même nosographie que la schizophrénie en France. Mais tout ça nous amène à questionner ce qu'on a encore du mal à questionner parce que ça chatouille un petit peu, c'est l'idée de structure. Oui. Névrotique, psychotique, je veux dire, tout ça, ça sent, il y a de la poussière, quoi. Et on se demande si à la lumière des évolutions psychopathologiques, voilà, si ça tient encore la route, quoi. Je veux dire, je crois qu'il y a aussi des évolutions à avoir dans ce champ-là, quoi. Une espèce de conception. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, mais oui, je les vois. Mais bien sûr, on voit ce qu'on croit. Ça s'appelle la réification. Alors, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on était à un congrès sur la dissociation. Et puis, il y avait une partie des collègues cliniciens universitaires qui disaient oh, ben, moi, je vois plein de dissociés. Et puis, une autre partie des gens qui étaient des collègues aussi, un peu partout en Europe, disaient ben, non, moi, j'en vois jamais. Ah, ben oui. Alors, on commence à dire, mais qui a suivi la formation d'Ehlert Neuhaus sur la dissociation? Et tiens, ben oui. ceux qui voyaient des dissociés avaient suivi la formation. Exactement. Donc, voilà, ce processus qu'on appelle de réification, je veux dire, c'est un piège dans lequel chacun d'entre nous peut tomber. Il faut faire attention. Les théories ne sont que des hypothèses et l'objectif des chercheurs et de chacun d'entre nous ne doit pas être de valider les hypothèses, mais de les invalider pour ensuite aller vers de nouvelles hypothèses qui expliquaient ce que les anciennes expliquaient, mais expliquent ce que les anciennes n'étaient pas en mesure d'expliquer. Oui. En même temps, oui, on peut avoir cette conception. En même temps, est-ce qu'il est possible à un être humain de ne pas avoir de structure? Toute la question est de la plasticité de la structure. Et que si on est dans la désorganisation d'un côté ou dans l'extrême rigidité de l'autre, ce n'est pas la structure qui est en jeu. Mais je veux dire, je crois qu'on ne peut plus réduire la psychopatho comme on le fait. Ça, je suis d'accord. Structure névrotique, je veux dire, ça marche encore. Moi, j'entends encore ça. On voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même un outillage théorique qui est un peu plus fin que ça. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, si on arrive à voir que des traumas partout... merci de me tendre la perche. Parce que ça, je ne suis pas sûr qu'on a gagné quelque chose. Exactement. Et c'est ce qui se passe en ce moment.
En ce moment, on a du trauma partout. Donc voilà, mais on passe d'un modèle à l'autre. Alors ça correspond à une époque, hein. Mais Oui, oui, exactement. Merci. Ça roule, on est d'accord. vas-y. Alors, avez-vous des exemples à nous partager sur les accompagnements réalisés avec une démarche intégrative? Oh bah, oui, je dirais, enfin, je ne vais pas raconter des cas, mais je veux dire, oui, moi, Oui, oui. ce qu'on fait au Centre Pierre-Janet, par exemple, sur le fronton, c'est écrit psychothérapie intégrative, c'est quoi? Un des critères, c'est d'avoir des thérapeutes qui ont plusieurs obédiences. Voilà. Et c'est quoi la psychothérapie intégrative, en fait? C'est c'est de mettre de l'intelligence dans la pratique clinique. Voilà ce que c'est la psychothérapie intégrative. C'est, vous avez un ouvrier, il a des outils, eh bien, il n'a pas qu'un tournevis, et quand il est face à un boulon, ben, il prend une clé, quand il est face à une vis, il prend un tournevis, et il ajuste sa pratique en fonction des problématiques. La psychothérapie intégrative, c'est pas un patchwork non plus. C'est pas une collection de techniques, c'est la capacité d'élaborer un rapport à la pathologie, un rapport à la psychologie du sujet et un rapport à l'intervention qui soit organisé, mais qui laisse effectivement quelque chose de cette articulation des compétences, des savoirs, des références, pour au fond répondre le mieux possible à la situation qui est la nôtre. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce que avec un modèle, que ce soit le modèle psychanalytique, que ce soit le modèle de la thérapie de soutien, comment est-ce qu'on peut avec un seul modèle, un seul outil, une seule manière de pratiquer, traiter toutes les situations. Mais c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque. Hein. Toute la question, si je rebondis là-dessus, sur ces propos, toute la question, c'est comment mettre un modèle qui permette de mettre de l'intelligence dans la pratique. Et lorsque je parle d'intelligence dans la pratique, l'intelligence de la pratique, dans la pratique de la thérapie, c'est de l'intelligence partagée. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, et qui se co-construit, se co-révèle avec le patient. Au déroulement. Alors, et il y avait une étude qui était parue il y a longtemps, qui est très rigolote, parce que tous les thérapeutes, au fond, sauf à être dogmatiques, sont des psychothérapeutes intégratifs. Je veux dire, il y avait une étude qui montrait, où on interrogeait les gens sur leur ancrage théorique. Alors les gens disaient, moi je suis psychanalyste, moi je suis cognitiviste, moi je suis comportementaliste, moi je fais de l'hypnose, moi je fais de l'EMDR. Et puis voilà, c'était un positionnement identitaire. Et après, lorsqu'on allait voir leur pratique, eh bien dans leur pratique, ils n'étaient pas si différents que ça. mais oui, c'est tout à fait juste. Dès lors qu'il y a un clinicien, la pratique n'est pas si différente que ça. Ben, Maintenant, je peux expliquer en quelques mots, hein, dans l'approche que j'ai développée. L'idée, c'est d'aller chercher ce qui. Alors, je vais le dire de manière simple, hein, c'est d'aller chercher ce qui est, je veux dire, sain, ce qui marche chez la personne. Et en fait, euh, ça dans ce que j'ai pu développer, c'est de partir de l'idée que, particulièrement quand on parle de psychotrauma et des traumas complexes et des mondes traumatiques, c'est que c'est pas la personne qui choisit d'être dans un trauma, c'est pas la personne qui choisit d'être dans un trauma complexe, c'est pas la personne qui choisit d'être d'avoir à se développer dans un monde traumatique. Donc, ça veut dire que l'effet de contexte va venir remettre en cause et altérer ce qui est le processus naturel de développement. Donc, on n'a pas à aller chercher de mon point de vue, c'est la question qui se pose, c'est comment on va lever tout ce qui vient faire obstacle au processus naturel de développement. Mais ce processus, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir dessus. Et, 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 je pense qu'il y a une question de position. C'est-à-dire, c'est comment la position, c'est comment on utilise la technique, comment on utilise la pratique. Est-ce qu'on l'utilise, comme vous disiez tout à l'heure, pour faire rentrer la personne dans l'utilisation de la technique, ou est-ce que la technique est là pour lever ce qui en fait, vient faire effraction, qui vient faire obstacle
au processus naturel de vie, c'est-à-dire au processus naturel de développement. Et pour moi, c'est ça la question centrale. C'est une question de position et qui n'existe pas d'aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire de la psychothérapie, cette question de position et comment on positionne la technique, elle est là depuis le début de la thérapie. Elle traverse toute l'histoire de la psychothérapie. Alors, une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Peut-on guérir du syndrome post-traumatique? Oui. Si on parle d'un TSPT, oui, aujourd'hui, on guérit. Quand j'étais jeune enseignant, on n'osait pas utiliser le terme de guérir en psychothérapie. Oui, aujourd'hui, on a quand même à la fois des pratiques, on a une littérature qui montre que oui. Après, on parle bien d'un TSPT. Pour le trauma complexe, on a aussi des résultats qui sont beaucoup plus encourageants que ces dernières années, et on arrive à avoir vraiment des résultats, mais autant on passe sur quelques séances avec certaines formes de psychothérapie et on traite le TSPT, autant le trauma complexe, par exemple, c'est une autre histoire, tout simplement parce que c'est arrivé souvent, la confrontation traumatique répétitive durant l'enfance, donc on a une espèce d'articulation, d'entremêlement du développement cognitif et de l'impact de la dimension traumatique. Donc là, c'est des dénouements qui prennent beaucoup plus de temps. Après, dans la question du psychotrauma, on a la question des états dissociés, c'est une autre complexité. On a les syndromes douloureux qui sont des expressions aussi parfois symptomatiques ou alors des formes diverses que peut prendre le psychotrauma. Mais aujourd'hui, alors que la réponse était vraiment délicate il y a une quinzaine d'années, sur le TSPT, oui, si on a un TSPT simple, je veux dire, après, s'il y a autre chose dans les valises, ça prend un peu plus de temps. Mais oui, aujourd'hui, on peut s'enorgueillir de dire qu'on sait traiter ça. Je rejoins tout à fait les propos de Cyril. Le TSPT, on sait le traiter et j'irai même plus loin, c'est que diverses approches peuvent parfaitement être efficaces pour traiter le TSPT. Ce qui est dénonçable, Eric, c'est qu'il y a encore des approches qui ne savent pas le traiter et qui laissent croire que voilà. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Par contre, mais c'est toute la question. Après, c'est quand on rentre dans le complexe, le chronique, et en plus, à partir du moment où la personne au-delà encore passe dans une position existentielle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la pathologie devient la raison de vivre. Et là, ça devient encore ça devient un niveau encore plus complexe. Et effectivement, que dans les traumas complexes, on a évidemment les syndromes douloureux, on a le psychosomatique, une bonne partie du psychosomatique. On a aussi, je veux dire, je crois que votre livre doit traiter de ça, c'est-à-dire des rapports entre les pathologies organiques et puis les traumas complexes. Et d'ailleurs, c'est chez ces patients-là qu'on va avoir des problèmes pour les soigner en médecine. Et où, par exemple, si je prends un exemple très concret, c'est ce type de patient ou de patiente où les traitements vont être techniquement corrects, l'intervention chirurgicale va être correcte, et pourtant, ensuite, il va y avoir des complications inhabituelles ou des complications qui vont surprendre les équipes parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Mais il y a une méconnaissance aussi dans le monde médical et dans le monde médical, il y a une méconnaissance de je veux dire, des effets des, des problématiques de trauma complexes sur la santé et particulièrement sur les processus de guérison quand, quand il y a des pathologies à traiter qui sont des pathologies organiques. Tout cela présage encore beaucoup de travaux de recherche en matière d'accompagnement de trauma. Tout à fait. De ne pas mettre tout dans une même valise et de pouvoir distinguer tout à fait. en fonction de traumatisme contextuel, comme tu dis, Eric, et
et de traumas complexes. Oui. Et merci, merci pour cet échange riche et qui a suscité énormément de questions, énormément d'intérêt de la part des participants que je remercie. Merci à vous. Eh bien, merci Cyril pour ce beau webinaire et pour cet échange. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous Et merci écouter. à vous tous, oui, qui nous avez écoutés. Voilà, et puis à une prochaine rencontre peut-être, avec plaisir en tout cas. Dès que le Covid nous aura lâchés. Voilà, dès que le Covid nous aura lâchés. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On va attendre que... Oui. Hein? On se déconnecte. Oui.